Présentation de mon ami Yves. Je suis très heureux de l'accueillir et heureux aussi qu'il ait accepté de nous partager, de nous livrer son expérience. Yves, croyez-le ou non, au fil des ans, a accumulé une feuille de route fort imposante. Donc, il faisait le décompte récemment, puis il s'est aperçu qu'il a été sur le chemin plus de 2 ans. Oui. 750 jours, quelque chose. 789 exactement. 789 jours. À son compteur, 17 000 kilomètres ou à peu près. Pour les gens qui connaissent Yves, on sait qu'il est à la recherche non seulement des chemins moins populaires, moins fréquentés, il est à la recherche de sensations fortes, à tel point qu'à un moment donné, il était peut-être tanné de toujours faire les sentiers dans la même direction. Il a décidé de les faire à l'envers. Donc, non seulement il cherche des chemins moins fréquentés, mais il se permet de les faire avec audace dans l'autre sens. Mais je pense que Yves pourra convenir avec moi que dans tous les sentiers, dans toutes les expéditions, dans toutes les randonnées que l'on peut faire à Compostelle, ici au Québec, la randonnée qui demande peut-être le plus de soins, plus de vigilance, c'est toujours la route qu'il y a entre la tête et le cœur. Yves se livre à cette expérience-là, non seulement de marcher sur les routes de Compostelle, mais d'en faire une démarche pour lui-même et pour les gens qui l'entourent. Donc, j'accueille Yves avec une grande joie. Merci Yves d'être avec nous. Merci, Denis. Oui, c'est vrai, j'ai fait 2 fois ce qu'on dit à rebours, le chemin qui va de Santiago vers la France. Donc, 2 fois. Et puis, j'ai fait aussi quelques autres bouts de chemin comme ça, selon le mode qu'on dit à rebours. Mais un jour que j'avançais comme ça, à rebours, j'ai rencontré des gens merveilleux que je n'aurais pas rencontrés autrement parce qu'eux s'en allaient dans l'autre sens. Et puis, un jour, quelqu'un m'a demandé « Pourquoi tu marches à rebours? » Ben, j'ai dit « C'est pour te rencontrer. Sinon, je ne te rencontrerai pas. » Et puis, un autre m'a dit un autre jour c'est rare qu'on voit des gens marcher à rebours. Ah, ben moi, je lui ai dit, viens avec moi, tu vas voir, j'en rencontre des centaines tous les jours qui marchent à rebours. Donc, c'est affaire d'orientation finalement. Venons-en à l'objet d'aujourd'hui qui porte sur des alternatives aux chemins les plus populaires. Disons tout d'abord qu'il y a une chose merveilleuse, c'est que les chemins sont populaires. Et donc, je n'en veux pas du tout, au contraire, à la popularité de certains chemins. Mais des chemins alternatifs aux voies populaires, il en existe de nombreux. En réalité, quand on regarde la carte des chemins de Compostelle en Europe, c'est les chemins alternatifs qui sont les plus nombreux. J'ai dénombré et j'ai trouvé dans ma recherche d'informations qu'il y aurait dans 26 pays européens plus de 246 chemins portant le label Chemin de Compostelle, la plupart d'entre eux étant reconnus par le Conseil culturel européen. Parce que vous savez que le Conseil culturel européen, en 1983, a déclaré que le chemin de Compostelle, c'était le premier itinéraire culturel européen, fondateur des bases de la culture européenne, aussi bien dire de la culture occidentale, de notre culture. Et donc, ça fait beaucoup de kilomètres à franchir si on veut s'attaquer à ces 246 chemins. Et la beauté de la chose, c'est quand le Conseil culturel a décrété que les chemins de Compostelle constituaient le premier itinéraire culturel européen, il n'en a nommé aucun. Donc, c'était comme une matrice, comme une coquille. Et il demandait aux pays européens, ben, dites-nous lesquels, voici les critères, et dites-nous lesquels, d'après vous, chez vous, sur votre territoire, correspondent à l'idée européenne, pour ainsi dire, à l'idée européenne de Compostelle. Ben, c'est comme ça que les pays sont arrivés en disant ben, celui-ci, celui-ci, celui-là. Et la plupart de ces chemins comportent un patrimoine et une histoire intéressante d'ailleurs. Donc, il y en a un très grand nombre. Et quand on regarde maintenant quels sont les chemins les plus populaires,
Bon, ben, disons, je vais vous en nommer 4 qui sont à l'évidence populaires. Le chemin de Porto à Saint-Jacques-de-Compostelle, qui il y a à peine 15 ans comportait 1000 pèlerins par année, ben maintenant, il en comporte près de 120 000 par année. Donc, voilà un chemin qui a gagné énormément en popularité, probablement parce qu'on peut le faire en l'espace d'à peu près 2 semaines. Et puis, beaucoup de gens ne disposent pas de beaucoup plus que 3 semaines de vacances annuelles. Donc, quand on a un projet Compostelle, qu'on regarde qu'est-ce que je peux faire en me rendant à Santiago, à Compostelle, avec le temps de vacances dont je dispose, ben ça devient très intéressant et très alléchant, très tentant. Et beaucoup de gens ont compris que voilà une possibilité intéressante. Un chemin populaire. Un autre chemin populaire, ben, tout le monde sait qu'en France, le chemin, quand les gens pensent Compostelle, c'est le chemin du Puy-en-Velay. Alors, il y a à peu près 50 000 personnes par année qui partent du Puy-en-Velay, mais il y en a qui se joignent en cours de route. Il y en a qui commencent plutôt à Conques, d'autres qui commencent à Cahors, etc. Donc, combien de personnes à chaque année en France marchent sur le chemin du Puy-en-Velay? Probablement plus de 100 000. Et si on ajoute à cela le Camino del Norte, le Camino Frances et le Primitivo, ben on a là des chemins, 4 ou 5 chemins, qui regroupent plus que 85 des gens qui marchent sur des chemins de Compostelle. Il reste donc 242 chemins sur les 246 dont je vous ai parlé pour environ 15 de ceux qui marchent. Donc, des voies alternatives, il y en a beaucoup. Presque tous ces chemins, j'exclus tout simplement à ce moment-ci, dans ces chemins-là, le Camino Frances et le Primitivo et les chemins espagnols, presque tous ces chemins-là, y compris le chemin du Puy-en-Velay à bien des égards, sont des créations modernes. Sont nés donc de la volonté de certaines personnes qui, la plupart du temps, avaient vécu l'expérience de Compostelle, de tracer ou de retracer un chemin allant vers Compostelle, pour ainsi dire. Donc, un chemin de Compostelle. Parce qu'au Moyen Âge, des chemins pour Compostelle, il y en avait une quantité innombrable puisque l'on partait de chez soi. Et donc, quel est le chemin pour aller à Compostelle? Ben, c'est du seuil de ma porte vers Compostelle et on s'en va ainsi. Donc, il n'y avait pas d'indication, de panneaux, de balises disant voilà comment tu te rends à Compostelle. Par exemple, les balises sur le Camino Frances, c'est le curé de Ocebrero qui, en 1983, fatigué de voir des pèlerins se perdre, est parti avec son pot de peinture jaune et est remonté à la frontière de la France et de l'Espagne et a décidé de mettre des flèches jaunes pour dire ben, le monde, suivez ça et ça devrait vous conduire au bon endroit. Donc, les chemins n'étaient pas balisés, on fonctionnait selon des indications tout à fait autres et surtout, on partait de chez soi. Donc, des chemins de Compostelle alternatifs, et il en existe une très grande quantité. Je disais que tous ces chemins-là sont nés de la volonté et du travail de certaines personnes à retracer ou à tracer des chemins. Et ces personnes-là, la plupart du temps, se sont regroupées en associations. Et donc, vous retrouvez, par exemple, sur le sol français, plus de 80 associations des Amis de Compostelle, dont la majorité sont regroupées dans une fédération, la Fédération française des Amis des chemins de Compostelle. Et puis, il y a une fédération européenne des chemins de Compostelle aussi. Donc, cette volonté de certaines personnes de tracer ou retracer des chemins a donné naissance aussi à des associations. Et ces associations-là, je leur rends hommage aujourd'hui. C'est principalement en pensant à toutes les personnes qui œuvrent dans ces associations-là que j'ai préparé cette présentation des chemins alternatifs. Il faut leur rendre hommage parce que non seulement il s'agit de tracer et de retracer ces chemins-là, mais il faut les entretenir. Il faut les baliser. Il faut des équipes pour les baliser. Il y a des loustiques, il y a des gamins, il y a toutes sortes de gens qui s'amusent à faire dévier les autres. Il y a des jaloux qui enlèvent des balises. Donc, c'est un travail constant
dont on n'est pas toujours conscient quand on marche, mais de bénévoles qui assurent, au fond, le meilleur déroulement de nos chemins de Compostelle. Il faut aussi parfois les désherber, il faut parfois les dégager de troncs d'arbres qui obstruent la voie. Il faut s'assurer des hébergements, dresser des listes de personnes qui pourraient accueillir, ainsi de suite. Donc, c'est un travail considérable que ces associations-là font et je leur rends hommage. Bon, maintenant, allons voir un petit peu comment va se dérouler notre présentation. Alors, voilà, j'ouvre je vous présente ici une balise d'un chemin auquel j'avais consacré la plus grande partie de ma présentation, la Via Arverna. Un chemin, nous dit-on, vers Compostelle. La Via Arverna, quand je vous l'aurai présenté, ça sera suivi d'autres chemins aussi. Donc, en tout, je vais vous parler de 4 chemins et à la fin, je vais vous présenter une carte qui nous montre une quantité remarquable de possibilités. Et après ça, on pourra recevoir nos échanges. Donc, la démarche de la rencontre est assez simple. En introduction, j'ai tenu à dire merci à l'Association du Québec à Compostelle et aussi à toutes ces associations européennes dont je parlais. Je veux maintenant vous parler un petit peu des circonstances dans lesquels j'ai fait mes plus récents chemins. Je les ai faits en période de pandémie. Quand je vous aurai parlé de cela, toujours dans le déroulement, comme je vous le disais, je vous parlerai de la Via Arverna, d'autres chemins aussi, et il y aura une période de questions, commentaires et interventions avant de conclure. Alors, je disais merci. Voici en quel temps j'ai fait mes plus récents chemins. C'était en temps de pandémie. L'an dernier, à cette date-ci, il n'était pas envisageable pour nous d'aller marcher, pour nous, Québécois, d'aller marcher en Europe parce que les frontières nous étaient fermées à cause de la pandémie. Le 11 juillet 2021, l'Europe a annoncé l'ouverture de ses frontières pour les Canadiens. Alors, le 12 juillet, j'ai communiqué avec mon agence de voyage. Autrement dit, comme peut-être beaucoup d'entre vous, et pour parler dans le langage qui est bien connu au Québec, j'étais sur les breaks. Mais une fois qu'on m'a donné l'autorisation de bouger, eh bien voilà, j'étais déjà en communication. Il y avait peu de lignes aériennes qui, à ce moment-là, me rendait possible mon voyage en Europe. Et je devais me rendre, ou je voulais intensément me rendre d'abord à Stockholm parce qu'un petit-fils à moi est né au début de la pandémie et je ne l'avais pas encore pris dans mes bras. Donc, mon billet signifiait d'abord Montréal, Stockholm, ensuite j'irai marcher. Mais d'abord, je vais aller prendre mon petit-fils dans mes bras. Donc, ça me prenait cela. Retour à Paris. On est là le 12 juillet. Il fallait rencontrer un certain nombre de conditions. Passeport vaccinal, ça vous dit quelque chose? Et puis des tests PCR. Pour passer de Paris, où j'étais en transit, à Stockholm, il fallait que je passe un test PCR additionnel. Alors, je suis parti le 10 août. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé le 11 août? Changement dans les conditions. Bon, alors là, je suis rendu au matin de ma première journée et on annonce, la communauté européenne annonce que les Canadiens, il faut faire convertir votre passeport en canadien et dans notre cas, à nous, Québécois, parce que j'avais un passeport vaccinal émis par le Québec, eh bien, il faut le faire convertir en passeport européen. Alors, il y a une procédure à suivre, je l'ai suivie. Ça semble compliqué, c'est finalement assez simple. Et le gouvernement français, à mon avis, est extrêmement efficace parce que 11 jours après, je recevais effectivement mon passeport vaccinal en mode français.
Et donc, le 19 août, je reviens en France, à Paris, après avoir vécu une semaine avec mon petit-fils et sa famille. Et là, je prends un blablabus de nuit pour me rendre de Paris à Clermont-Ferrand. Alors, blablabus, c'est un système d'autobus bon marché qui, dans ce cas-ci, je pense 17 €, m'a permis de faire le trajet de nuit de Paris à Clermont-Ferrand. Pourquoi Clermont-Ferrand? Parce que c'est là que débute la Via Arverna, qui était mon premier objectif pour 16 chemins que je ferai à partir du 20 août 2021. Je vais marcher en tout 55 jours pour 1200 kilomètres. Alors, parlons-en donc maintenant à fond de la Via Arverna. Vous connaissez sans doute le bouclier Arverne d'Astérisque, le Gaulois. Arverne, qu'est-ce que c'est? C'est la terre de Gergovie, c'est la terre de Vercingétorix, c'est la terre de l'Auvergne. Arvergne comme Auvergne. Et donc, où est-ce que c'est situé? Eh bien, vous voyez sur la carte les départements numérotés. 03, c'est l'Allier, le département de l'Allier. 63, c'est le département du Puy-de-Dôme. 15, c'est le Cantal et 43, la Haute-Loire. Ce sont ces 4 départements, presque au centre de la France, qui constituent l'Auvergne. Quand vous partez du Puy-en-Velay, vous êtes dans le département 43 de Haute-Loire. C'est là qu'est situé le Puy-en-Velay, qui descend ensuite vers la frontière espagnole en traversant d'autres départements et d'autres régions. Mais la région d'Auvergne, donc, elle est là au cœur en quelque sorte de la France. Et si vous regardez sur cette carte, vous voyez les 4 chemins les plus connus en France, en partant de Paris au nord, la voie de Tours, ensuite en partant de Vézelay, la voie de Limoges ou la voie de Vézelay, et ensuite en partant du Puy-en-Velay, la Via Podiensis, la voie du Puy-en-Velay, et juste au-dessus, vous voyez écrit Clermont-Ferrand, n'est-ce pas? Donc, c'est de là que je pars pour me rendre où? À Cahors. Donc, vous voyez sur cette carte aussi, je ne sais pas si j'ai un pointeur qui vient avec ça ici. Ici, en haut complètement? Juste en haut des flèches. En haut des flèches. Oui. Voilà, merci. Donc, ici, vous avez Clermont-Ferrand et le chemin va se rendre ici à Cahors. Donc, la Via Arverna me permet de rejoindre Cahors. Tous les petits points blancs que vous voyez sur cette carte, à partir du nord, Compiègne, Paris, Lépine, Châlons en Champagne, etc., jusque dans le sud, tous ces petits points blancs-là, ces cercles blancs-là, représentent des endroits où il y a du patrimoine mondial, des monuments, ça peut être des ponts, ça peut être des anciens hospitaux d'accueil des pèlerins, ça peut être des chapelles, des cathédrales. Tous ces monuments-là inscrits et représentés ici par des petits points sont regroupés sous le titre « Les chemins de Saint-Jacques de Compostelle en France ». Donc, je vais partir de Clermont-Ferrand qui est pointé, où il y a du patrimoine mondial, jusqu'à Cahors, où il y a un patrimoine mondial classé sous le titre « Les chemins de Saint-Jacques en France ». Alors, voici une carte plus précise qui nous indique le chemin de la Via Arverna, qui part ici de Clermont-Ferrand. Et puis, vous avez 2 possibilités, soit par Issoire, soit par Tourzel. Moi, je suis passé par Issoire pour Brioude, et ensuite, vous redescendez comme cela. Et à un endroit qui est assez bien connu, Rocamadour, voilà, ici, vous rejoignez un autre chemin ou un autre chemin rejoint la Via Arverna. Et puis, vous pouvez vous rendre ainsi jusqu'à Cahors. Donc, voilà comment se situe le chemin. Quel âge a-t-il,
ce chemin, la Via Arverna? Et à qui doit-on la Via Arverna et son tracé actuel? Et puis, qui veille au maintien? Eh bien, dans sa forme actuelle, s'il faut remonter au début du siècle actuel, du 21e siècle, et puis ce sont des hommes comme Humbert Jacomet et Christophe Odoult, relevés par Bernard Quinsat, à qui nous devons ce chemin, la Via Arverna. Alors, voici Jacomet et voici Bernard Quinsat, qui récemment a été honoré d'une médaille d'or pour sa contribution personnelle, non seulement au chemin de la Via Arverna, mais aussi à la mise en valeur du patrimoine auvergnat. Il y a derrière cela, ou devant ces hommes, c'est comme vous voulez, une association qui s'appelle Colportage. C'est une association des amis du chemin de la Via Arverna, associée à la Fédération française des amis des chemins de Compostelle. J'ai bénéficié, grâce à Colportage, de nombreuses informations sur le chemin de la Via Arverna. On m'a transmis, entre autres, une liste d'hébergements, quand même assez important quand on se lance sur un chemin comme celui-là, 510 km, environ 20 jours de marche. Donc, j'ai obtenu, grâce aux bénévoles de Colportage, une liste d'hébergements. J'ai obtenu un guide du chemin. Il y a un guide du chemin, le voici, la Via Arverna, un chemin vers Compostelle. C'est un bijou de guide. Vous allez avoir dans cela non seulement les tracés, mais des notes extrêmement bien présentées sur l'ensemble des valeurs que vous pouvez rencontrer en chemin, des valeurs culturelles, des valeurs paysagères, de tout ce qui peut représenter des valeurs associées à ce chemin-là. Je vais laisser ici à la bibliothèque de l'association mon exemplaire et qui le voudra pourra le consulter. Maintenant, j'ai aussi obtenu des rencontres avec les gens de Colportage. Quand je suis descendu du bus, du blablabla, on m'attendait pour me recevoir, pour le café et pour me donner aussi un certain nombre d'indications particulières, notamment pour me dire, eh ben voilà, alors, le café que j'ai pris, je l'ai pris dans un petit resto qui est juste en face de la statue de Vercingétorix à Clermont-Ferrand. Donc, là, on m'a indiqué un certain nombre de pièges possibles. Il y en a très peu. Il y en avait très peu, surtout à un endroit où on me dit ne prends pas ce bout de chemin-là parce qu'il y a des gens qui sont propriétaires des terrains sur lesquels passe le chemin et puis ils ont décidé d'interdire le passage des pèlerins. Donc, ils ont fermé l'accès. Donc, fais plutôt tel chemin plutôt que tel autre. Alors, c'est surtout cette attention que je retiens, m'assurer les meilleures conditions possibles de chemin. J'ai eu aussi du soutien en chemin. Ça, c'est absolument particulier et j'ai vécu ça plusieurs fois. Dans certains chemins moins fréquentés, j'ai bénéficié d'une attention plus intense que sur les chemins très populaires. C'est comme si, sur les chemins très populaires, on se disait, écoute, il en passe, il en passe, il en passe des pèlerins, il en passe, il en passe. Alors que quand je suis sur un chemin moins fréquenté ou presque pas fréquenté, ben, on est content d'accueillir un visiteur, on est plein d'attention à son égard. Eh ben, les gens de Colportage ont à plusieurs reprises, communiqué avec moi pendant que j'étais en chemin pour me dire « Yves, est-ce que ça va? Tout est bien? » ainsi de suite. « Comment c'était hier ton hébergement? Ce soir, où penses-tu coucher? »« Ah, Yves, je veux te dire une chose. Quand tu vas arriver à Brioude, c'est Bernard Chevalier qui va te prendre en charge. Voici son numéro de téléphone. Il a déjà repéré 1 ou 2 endroits où tu pourras coucher. » ainsi de suite. Donc, un soutien remarquable et une communication continue pour mes hébergements et pour mon bien-être lors de ce chemin-là. Bon, donc voilà ce dont j'ai bénéficié.
Je vais maintenant vous parler du dénivelé sur ce chemin, parce que c'est une variable importante et significative. Ensuite, je vous parlerai des paysages qu'il y a sur ce chemin et je vous les montrerai. Ensuite, je vous exposerai certains éléments du patrimoine. Il est trop nombreux pour en faire un inventaire. Ensuite, je vous parlerai des rencontres que j'ai eues et finalement, je me laisserai aller à une réflexion personnelle. Le dénivelé, eh bien, attendez-vous à plus ou moins 11 000 mètres de dénivelé sur 20 jours de marche. Comparable, tout à fait comparable au Camino del Norte. Donc, ben, regardez-moi, bon, j'ai pas l'air d'un athlète, donc c'est faisable. Il suffit d'aller à son rythme, de respecter sa capacité, et puis voilà, pas après pas, lentement, aussi bien en montant qu'en descendant, on arrive à le faire. Mais il faut être mentalement préparé à cela. Donc, c'est 11 000 mètres environ de dénivelé auquel il faut s'attendre. Le terrain versus le guide. On m'avait dit, et c'est exact, faites plus confiance au balisage du terrain, sur le terrain, qu'à ce qui est inscrit dans le guide. Et ça s'est produit à 2 reprises où le balisage terrain n'était pas conforme à celui qui est dans le guide. Mais même dans le guide, on l'indique cela. Même dans le guide, on vous dit, attention, faites toujours davantage confiance au balisage terrain plutôt qu'à celui qui est dans le guide. Et puis, j'ai eu une déviation dont je vous ai parlé, celle qui va d'une étape donnée qui s'appelle Murat, en passant par la Vessière. 2 fois seulement, j'ai utilisé mon GPS. 2 fois seulement. Bon. Donc, on m'avait dit, ça peut être utile d'avoir à la fois le guide, le balisage et le GPS, mais je ne me suis à peu près pas servi du GPS. Et dans les 2 cas, c'était simplement pour valider mon sentiment. Oui, effectivement, je suis au bon endroit. Les paysages. Alors là, on va commencer à voir en photo à quoi ça peut ressembler. Vous êtes d'abord au départ de Clermont-Ferrand dans ce qu'on appelle la Limagne. Il y avait là, il y a 35 millions d'années, une faille qui s'appelle la faille de Limagne, quand la plaque africaine est venue pousser sur la plaque européenne. Il s'est produit une série de fissures qu'on appelle la faille, et donc, à ce moment-là, la fissure a laissé émerger le magma qu'il y a au centre de la Terre, sous la croûte terrestre, et ça a dessiné un décor de volcan. Donc, cette Terre, il y a 35 millions, est devenue une Terre volcanique. Vous marcherez, et j'ai marché pendant de très nombreux jours, le long de rivières. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je marche le long de rivières et que je fais 11 000 mètres de dénivelé, ça veut dire que je rejoins la rivière, puis je remonte, puis je redescends près des rivières, etc. Donc, principalement 3 rivières, mais 3 rivières en Auvergne et non pas 3 rivières en Québec. Et la première s'appelle la Lagnon, la deuxième rivière, la Serre, et la troisième rivière, vous la connaissez, le Lot. Donc, ceux qui ont fait le chemin du Puy-en-Velay la connaissent. Donc, des rivières. Et puis, dans les sommets, ce qu'on appelle les causses. Un causse, qu'est-ce que c'est? C'est les terres élevées, souvent d'origine volcanique, mais parfois beaucoup plus calcaires, et où les troupeaux montent l'été pour leur été, ce qu'on appelle l'estive. Et donc, ce sont ces terres-là que l'on franchit aussi à l'occasion. Donc, des paysages, au fond, variés. Alors, Clermont-Ferrand, voilà, j'ai quitté Clermont-Ferrand depuis environ 1 heure. Je vois très bien que Clermont-Ferrand s'enfonce derrière moi. C'est un ancien bassin effondré il y a 35 millions d'années. Et donc là, je vais
progressivement et assez rapidement m'élever. Si vous allez à Clermont-Ferrand, vous pouvez vous payer le luxe d'aller aussi dans le Puy-de-Dôme. Clermont-Ferrand fait partie du département Puy-de-Dôme. Vous pouvez vous rendre au Puy-de-Dôme même et admirer l'ensemble de ces spectacles naturels que sont les vestiges des anciens volcans. Et c'est classé au patrimoine mondial sous le titre « Les hauts lieux tectoniques de la chaîne des puits ». Donc, un puits, qu'est-ce que c'est? Bien, on en voit ici là, abondamment. Je les connaissais, ces puits, depuis quelques années, parce que j'avais marché de Genève jusqu'au Puy-en-Velay. Et quand on approche du Puy-en-Velay, vous voyez dans quel décor je suis. Je suis dans un décor créé par ces anciens volcans qui ont subi l'érosion des glaciers au fil des millions d'années. Donc, ils ont maintenant des allures beaucoup plus douces. Donc, c'est un magnifique paysage que celui-là. Si vous regardez le sol sur lequel je marche, c'est un sol de pierre de basalte volcanique sur lequel je marche. Voilà, la pierre volcanique, elle est là, elle est à fleur de terrain, pour ainsi dire. Et puis, je ne suis pas seul à marcher sur cette pierre volcanique. J'ai des compagnons de marche qui sont pas mal plus vieux que le sapiens que je suis, n'est-ce pas? Ils m'ont précédé dans l'existence par des millions et des millions d'années. Ces mollusques que j'adore saluer, chemin faisant. Alors, le spectacle du paysage se poursuit un peu dans ce décor. Vous voyez les collines qui sont là, qui sont ce qui reste des anciens volcans. Et ici, vous voyez ce qui reste, c'est les coulées de lave, et puis au loin encore un ancien volcan, etc. Donc, votre paysage, il est comme ça pendant de nombreuses étapes. Et voilà, d'autres représentations du chemin. Voilà, avec toujours ces collines, parfois en terrain boisé. Vous n'avez pas vu beaucoup de goudron jusqu'à maintenant, n'est-ce pas? Les collines aménagées par les hommes pour l'agriculture, essentielle à notre vie. Et puis, à un moment donné, par des villages ou des bourgs, comme ici, depuis le Broc, j'aperçois au loin, voilà, un pic qui est le pic de la Nonette. Bon, alors vous imaginez bien que quand je descends ici, je me dis, bon, ben, c'est évident que je vais contourner. Le chemin doit passer par la gauche ou par la droite. Eh bien non, il passe par le sommet. Et j'en approche d'ailleurs comme ça. Et là, je suis au sommet du pic de la Nonette. Donc, ça donne des points de vue absolument enthousiasmants. Le pic de la Nonette, où on voit un village qui s'appelle Orsonnette en bas. Et puis, je continue vers une ancienne bastide, Ozon, qui est absolument magnifique, où j'ai été accueilli par Dominique, un des bénévoles de l'association de colportage. Et puis, quand je quitte Ozon, le lendemain matin, eh bien, j'ai ce décor magnifique des collines qui représentent les anciens volcans et de la vallée qui sépare Ozon de ces collines et de la brume qui flotte et des clochers qui me disent au revoir. Et puis, je continue. Alors, parfois, j'ai un paysage culturel qui se dévoile dans une courbe du chemin, comme ici, le château de Léotouin, 13e siècle. Et puis, c'est un magnifique endroit, n'est-ce pas, pour se reposer. On a prévu pour le pèlerin une table et un siège. Et puis, je descends. Alors, j'étais en haut, n'est-ce pas? Pour mon repos, j'étais ici, en haut, à l'entrée de Léotouin, et j'ai descendu jusqu'à la rivière, l'Alagnon, et c'est un exemple de montée et de descente qui sont fréquentes sur ce chemin. Parfois, le chemin se fait discret, comme ici, par exemple. Il faut
un peu d'audace pour dire, je pense que ça passe par là. Et donc, mais je ne me suis pas trompé parce que plus loin, voilà, j'ai dit oui, j'ai retrouvé des balises et j'ai dit oui, je suis bien sur le bon chemin. Et puis, il y a d'autres types de paysages qui nous viennent des éruptions volcaniques qui sont ces formes laissées par le basalte, qu'on appelle des orgues de basalte. Donc, à cause des conditions climatiques qui existaient au moment des éruptions, le basalte s'est figé dans ces formes-là et ça nous donne ces orgues de basalte que l'on a près de Massiac. Et puis, je retrouve la Lagnon encore, fleurie. Et puis, je remonte. J'étais descendu au bord de la Lagnon, mais non, je remonte. Mais je vois dans la vallée d'autres villages et je retrouve un terrain boisé et je redescends à Ferrières-Saint-Marie, au bord, encore une fois, de la Lagnon. Alors, voici, par exemple, ce que donne une étape comme celle qui m'a conduit au bord, qui m'a conduit ici à Ferrières-Saint-Marie. J'étais à Trémoulet. Alors, vous voyez par la carte ici, j'ai couché là, que je suis dans les hauteurs. Vous voyez la rivière ici, la Lagnon qui coule là comme ça, dans la vallée. La partie verte, c'est la vallée. Alors, jusqu'à l'étape 7, je suis dans la vallée, mais rendu à l'étape au kilomètre, 8, non pas à l'étape, mais au kilomètre 8, je suis remonté dans les hauteurs. Au kilomètre 10, je suis encore dans les hauteurs. Et au kilomètre 12, je suis redescendu vers la vallée, vers Ferrières-Sainte-Marie. Donc, c'est un chemin qui vous offre continuellement des points de vue extraordinaires quand vous montez et qui vous offre un plaisir merveilleux quand vous êtes au bord de la rivière parce que ce sont des rivières qui ont été composées en musique. Alors, c'est vraiment magnifique. Ces rivières, elles ont chanté tout le temps où je me suis présenté, chaque fois que je me suis présenté. Et puis, on continue vers un endroit qui s'appelle Moissac. Donc, il y a plusieurs Moissacs sur un terrain encore boisé et parfois en chemin creux. Donc, vous voyez que le paysage est varié, n'est-ce pas? Ou bien, je marche le long de la moraine. Voici un champ de moraine, c'est-à-dire ce sont les détritus, les déchets, les restes que le glacier a laissés une fois qu'il est disparu. Il a érodé, il a grugé sur le volcan, et puis les pierres qu'il a arrachées au volcan comme cela en faisant son chemin de glacier, eh bien, ça nous donne cette moraine que l'on voit là. J'ai connu une étape absolument magnifique, sous la pluie, entre un endroit qui s'appelle Murat et Saint-Jacques-des-Blas. Donc, il y a un Saint-Jacques, n'est-ce pas, puisque je suis sur un chemin vers Compostelle. C'est une étape qui a plus de 1000 mètres de dénivelé et une descente qui est remarquable aussi par un col qui s'appelle le col de Rombière. Alors, je passe sur le plat quand je quitte Murat vers un village qui s'appelle La Vessière. Et puis, subitement, il faut commencer à grimper. Et là, je rejoins deux pèlerins avec qui je vais faire une centaine de mètres et que je ne reverrai jamais. Je pense qu'ils faisaient une boucle parce que je ne les ai pas retrouvés nulle part après. On a pu échanger en s'assoyant, en mettant nos capes de pluie parce qu'arrivé un peu plus haut, il s'est mis à pleuvoir et en décidant de prendre une collation malgré tout. Et puis, je ne les ai jamais revus. Mais ça grimpe. Et là, il y a un objectif qu'il faut atteindre qui s'appelle le bec de l'Aigle. Et ça grimpe vers le bec de l'Aigle. Et voyez-vous, la vallée, elle disparaît derrière ici. L'image que je vous ai montrée en disant « je suis sur le plat avant de monter », avant de vous montrer l'autre photo où on voyait les deux pèlerins, eh bien, elle est prise en bas ici. Et je suis le balisage.
dans cette direction-ci en montant. Sur le Via Verna, il faut surveiller cette pointe et c'est ça qui nous indique la direction. Et je grimpe. Et là, j'arrive vers le sommet. De plus en plus, je suis dans le nuage. Tout ce qu'il me reste, c'est à suivre la clôture pour m'assurer de me rendre au sommet. Et je découvre un pic que l'on appelle là-bas, que l'on a surnommé le téton de Vénus. Voilà. Et qui va apparaître et disparaître au fur et à mesure où les nuages vont passer, où le nuage va passer. Et puis, c'est déjà fait. J'ai passé 20 minutes au bec de l'Aigle, assis en espérant que la température se dégagerait, que je verrais le décor, mais je n'ai pas vu. Mais dès que je me suis mis à descendre, les nuages ont commencé à bouger et à se dissiper. Et je suis à 1700 mètres d'altitude quand je suis au sommet, au bec de l'Aigle. Donc, je suis parti d'environ 600 quelques mètres jusqu'à 1700 mètres. Et là, je redescends. Et ça, ici, ça n'est pas un ruisselet, c'est le chemin, mais c'est le chemin détrempé par les eaux de ruissellement après la pluie que je viens d'essuyer. Et voilà encore des paysages. Et là, j'arrive vers la base, vers le col de Rombière qui va me conduire à Saint-Jacques-des-Blas. Donc, une étape vraiment magnifique, celle-là, de Murat à Saint-Jacques-des-Blas. Le lendemain, quand je quitte Saint-Jacques-des-Blas, là, j'ai changé de vallée en montant et en descendant. Je me retourne et là, je le vois, le bec de l'Aigle. Il est ici où je me suis reposé pendant 20 minutes. Et le téton de Vénus, il est là, lui. Donc, je suis redescendu comme ça, comme ça, comme ça, pour gagner la vallée. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Changement de vallée, changement de rivière. Je vais maintenant longer la Serre. La voici. C'est une nouvelle rivière dans l'autre vallée qui va m'accompagner pendant encore plusieurs étapes. Le chemin se poursuit. Pas beaucoup de goudron, n'est-ce pas? Et d'autres paysages culturels se présentent, comme ici, le château de Vican sur mon chemin. Et je continue comme ça pour rencontrer une serre qui fait la courbe ici et qui s'élargit comme si elle devenait un lac. Bon, j'ai quitté le Puy-de-Dôme, je suis rendu dans un autre département, je suis rendu dans le Cantal. Quand je suis monté au bec de l'Aigle, j'étais d'ailleurs dans le Cantal. Et puis, mon chemin se continue vers la Roquebrou, dominé par un château maintenant propriété privée. Et cette fois-ci, je vais faire 20 kilomètres en surplomb des gorges de la Serre. Le terrain a un dénivelé, la pente est en moyenne de 30 degrés. Et donc, le sentier est toujours étroit et il s'en va, et il vous invite presque à descendre vers la Serre qui se trouve environ en moyenne à 125 mètres plus bas. Donc, c'est vraiment magnifique cette étape-là aussi sur les gorges de la Serre. On a aménagé des ponceaux, de nombreux ponceaux, parce qu'il y a un grand nombre de ruisseaux qui dévalent la pente vers la rivière. Et il y a un mur qui s'appelle le mur du diable. Alors, je me suis arrêté là pour me reposer longuement et il n'est pas venu à ma rencontre. Bon. Et voilà, le champ de la rivière, il y a plein de ruisseaux, la rivière chante. Et puis, les hommes ont réussi à installer, en creusant de nombreux tunnels, un train qui passe ici aussi, sous le roc, dans le tunnel. Et on voit comment la pente peut être parfois raide ici, là. Et puis voilà, encore le chemin très étroit. Et puis les rochers qui suent le soufre à travers tout ça. Ce ne sont pas des graffitis, là, c'est le soufre des rochers.
Et puis, voilà, le chemin, il est très étroit et puis parfois relativement escarpé. Un magnifique 20 km, une étape formidable où on aperçoit de temps à autre, en contrebas, la Serre qui coule sans arrêt. Donc, selon que vous vous éloignez, selon que vous vous rapprochez, selon que vous vous élevez, selon que vous descendez, l'intensité de la musique varie. C'est formidable. Et puis, je me dirige vers une magnifique petite ville qui s'appelle Bretenoux. Voilà. Et là, j'arrive en terrain de vigne. Voilà. Et la serre est devenue beaucoup plus large. Plus elle descend, plus elle recueille l'eau des ruisseaux, comme je vous le disais. Et je dévie vers un village qui s'appelle Loubressac, avec son château très invitant en haut. Et puis le lendemain matin, je me dirige vers l'étape qui va précéder Rocamadour. C'est une étape sous le brouillard, chemin de terre presque tout le long, avec les moutons qui semblent être préoccupés par toute autre chose que le chemin de Compostelle. Le lendemain, je vais quitter Caranac pour Rocamadour, dans ce décor vraiment magnifique. Et puis, je ne suis plus sur un terrain volcanique, comme vous pouvez le voir. Je suis dans une région de calcaire maintenant. Je monte vers l'Écosse et par l'Hospitalet, j'arrive à Rocamadour. Donc, l'arrivée à Rocamadour est splendide d'où que ce soit. Je suis arrivé à Rocamadour une fois par un autre chemin et c'était formidable. Et cette fois-ci, je suis arrivé par l'Hospitalet. C'est un village à une rue, comme on peut bien le deviner, avec ici l'empilade des chapelles et des basiliques et au sommet, une ancienne forteresse. Et le lendemain, je suis descendu de Rocamadour. Évidemment, je suis descendu dans la vallée, je suis remonté de l'autre côté et cette fois-là, voici le point de vue que j'ai sur le site, le sanctuaire de Rocamadour. Dans les hauteurs, sur l'Écosse, parce que le sol est calcaire, il retient peu l'eau et au fil des siècles, on a aménagé pour les animaux des points d'eau, des mares ou des marais, des retenues d'eau pour les animaux. Là, mon chemin est davantage plat. Je me dirige vers Cahors. Je trouve dans le village qui s'appelle Vers. Il faut prononcer Vers. Et les 2 fois que je suis passé à Vers, il pleuvait à Vers. Eh bien là, le lot est beaucoup plus large et je rejoins Cahors en longeant par la rive qui lui fait face. Et là, on a aménagé une écluse pour les plaisanciers et autrefois pour les chalands, parce que de l'autre côté, les eaux sont tumultueuses sur le lot. Et voilà, je suis arrivé à Cahors, j'ai terminé ce chemin et c'est le temps du repos. Et pour vous, c'est le temps d'une pause, 5 minutes pour permettre, comme on disait autrefois, au poste de s'identifier. Merci. Alors, nous poursuivons par le patrimoine, parce que là, nous avons vu les dénivelés de la Via Arverna, nous avons parlé des paysages, il y a un patrimoine. Et comment je le sais? Bon, d'abord parce que je suis un mordu du patrimoine mondial. J'enseigne depuis une dizaine d'années à l'Université du troisième âge le patrimoine mondial et je donne aussi des cours et des conférences ailleurs sur le même sujet. Donc, ça m'intéresse. Et quand je regarde la carte Compostelle, ben je regarde, il y a un patrimoine là
inscrit patrimoine mondial à Clermont-Ferrand. Il doit bien y avoir un chemin. C'est comme ça que j'ai découvert que, ben oui, il y a un chemin là qui s'appelle la Via Arverna. J'ai fait mes recherches, ainsi de suite. Alors, évidemment, quand je suis arrivé à Clermont-Ferrand et qu'on m'a accueilli, j'avais déjà quand même repéré pas mal de choses sur ce chemin-là et j'avais regardé sur YouTube et ailleurs, bon, est-ce qu'il existe des clips ou autre chose sur ce chemin-là. Donc, je prépare toujours, moi, mes chemins avant de partir, y compris pour le point que je vais aborder maintenant, le patrimoine. Donc, le patrimoine, quand on y pense comme il faut, ben, il est aussi paysager, dans la mesure où la nature, on l'a aménagée. Donc, si on l'a aménagée, si on a fait une vigne, ça devient un paysage qu'on appelle un paysage culturel. Et il y a donc plusieurs éléments qui font partie du patrimoine et qui sont associés au paysage. Les vignes, les collines transformées en terres agricoles, les champs, les forêts dans la mesure où elles sont entretenues, ça devient en quelque sorte un produit de l'homme, donc c'est un produit paysage culturel dans ce sens-là. Et puis le chemin lui-même. Le chemin qu'on construit, c'est l'œuvre de l'homme. Il fait partie de notre patrimoine. Il faut l'entretenir, il faut le respecter, il faut être vigilant par rapport à tout ce qui pourrait le polluer, et puis ainsi vouloir le transmettre aux générations à venir. Donc, ce patrimoine-là, je n'y reviens pas, je vous l'ai exposé avec mes photos suffisamment. Mais il existe aussi du patrimoine mondial sur la Via Arverna. D'abord, regroupé et avant tout regroupé sous le titre « Les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France ». C'est apparu sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en 1998. Et sous ce titre, sur la Via Arverna, on retrouve trois monuments importants. D'abord, l'église Notre-Dame-du-Port à Clermont-Ferrand. Ensuite, Rocamadour, qui est également classé au patrimoine mondial sous le titre Les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France. Et finalement, à Cahors, le célèbre pont Valentré. Donc, la basilique Notre-Dame-du-Port. Qui dit basilique dit lieu de pèlerinage, tout comme qui dit cathédrale dit église de l'évêque. Bon, donc ici, on a affaire à une basilique, une ancienne collégiale, c'est-à-dire l'endroit où se regroupaient ce qu'on appelle des chanoines pour ensuite aller rayonner dans leurs paroisses respectives. Eh bien, cette Notre-Dame-du-Port, elle est un bijou parce qu'elle illustre de façon remarquable le style roman auvergnat qui se retrouve vraiment en Auvergne et pas ailleurs. Me voici à l'intérieur de Notre-Dame-du-Port. On voit bien un magnifique style roman avec ses arcs plein cintre et un triforium ici qui vient comme percer le mur lui-même pour laisser davantage filtrer la lumière, des baies romanes aussi, également en abside, des baies magnifiques, un monument roman étonnamment éclairé. Et à l'extérieur, à l'entrée, un tympan qui est assez rare quand on considère l'époque romane, parce que les tympans romans, quand vous les regardez, comme par exemple celui de Conques, nous situent au moment de la fin des temps, du jugement dernier, de la parousie, de l'Apocalypse, au sens de la réalisation, pas l'Apocalypse au sens moderne du terme qui est destruction, mais Apocalypse au sens de pleine réalisation de l'histoire. Alors qu'ici, on a à la fois cette représentation des temps derniers avec un Christ en majesté, donc en gloire, donc l'accomplissement pour les croyants de toute l'histoire. Et quand on dit pour les croyants, là, il faut se situer, on est au Moyen Âge, on est au 12e siècle, tout le monde est croyant. Il n'y a pas de distinction entre le profane et le sacré, tout est religieux. Et l'Europe va devenir au 14e siècle entièrement chrétienne. Donc, on est dans l'univers, ça nous reporte dans l'univers mental où se situaient les gens de cette époque.
Donc, d'abord et avant tout, une vie qui va permettre ou qui devrait permettre d'accéder à la gloire, c'est-à-dire à la pleine réalisation de l'histoire, donc à la résurrection, avec, autant que possible, un bon jugement et non pas un mauvais. Mais en même temps, on retrouve ici, à la base, une scène de l'incarnation, ce qui est beaucoup plus typique de la période gothique qui va suivre. Donc, à Clermont-Ferrand, j'ai été admirablement étonné de retrouver ce tympan qui est comme une transition entre la période qui va suivre du point de vue artistique et architectural, la période gothique, et la période romane. Et puis, on le voit bien qu'on est à la période de l'incarnation parce que vous avez la Vierge qui a sur ses genoux, le Fils, l'enfant, et vous avez ici trois personnages avec leurs chevaux, donc sans nul doute les trois mages, c'est-à-dire des gens qui représentent l'ensemble des nations. Donc, le message est clair. Voilà, je suis venu pour toute l'humanité et non pas pour un seul peuple qui serait le peuple élu. C'est le Nouveau Testament, c'est la nouvelle alliance dont la fin est mentionnée ici. Donc, c'est un magnifique lieu que Notre-Dame-du-Port. Et là, vous voyez en abside, ici, vous voyez les absides, c'est-à-dire l'arrière de l'église, et les absidioles, les petites absides. Et ici, vous avez une forme qui est typiquement auvergnate et reliée à ce style architectural qu'on appelle le barlon. Le barlon, on va le retrouver, si je vais de l'autre côté de l'abside, voilà, vous le retrouvez ici encore, de l'autre côté, donc il fait vraiment les deux côtés. C'est une structure que l'on a inventée, que l'on a construite du point de vue du génie et de l'architecture pour mieux supporter le clocher et qui exige beaucoup moins de structure pour rapporter les forces, pour empêcher le poids du toit de faire tout s'écrouler. Donc, il y a un génie humain derrière cela. Et quand l'UNESCO classe des biens au patrimoine mondial, un des critères, le premier, c'est parce que ça manifeste de façon exceptionnelle le génie créateur humain. Et le barlon, c'est propre au style auvergnat. On va le retrouver ailleurs. Et puis, vous avez ces chapiteaux. Regardez ici, à l'extérieur, ce chapiteau-là. Alors, la scène nous est connue, n'est-ce pas? Au centre, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des fruits. Alors, c'est donc qu'on est dans un jardin, quoi. Et ici, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, elle a des seins, donc c'est une femme. Et ici, qui est-ce que c'est? Et qui a un pied en terre? C'est Adam. Adam qui veut dire, si on traduisait littéralement le mot Adam, ça veut dire le terreux. Le terreux. Il vient d'être fait de l'argile. Il vient d'être créé à partir de l'argile. Il est fait de terre, donc il a encore son pied en terre. Donc, c'est comme ça, vous pouvez faire le tour. Et il y en a plein, il y en a pour plus qu'une journée de plaisir. Et à l'intérieur, les chapiteaux. Et parmi eux, ben voilà, je passe, je pourrais vous expliquer pourquoi les singes sont là. Ce n'est pas seulement pour faire des grimaces et nous dire que les zoos n'existaient pas. Et à l'extérieur, une magnifique statue du pape Urbain II. C'est là, en 1095, à Clermont-Ferrand, que la première croisade a été prêchée. Et on va être en croisade comme ça jusqu'à un siècle plus 4 ans avant de mettre fin aux croisades. Alors, voilà. Et en plus de cela, ben là, vous avez des rois qui vont venir avec ça, se situer là. Donc, c'était un centre majeur de la chrétienté puisqu'on y tient un concile et qu'on y décrète la première croisade. Deuxième lieu inscrit au patrimoine mondial, Rocamadour, c'est le 4e lieu de pèlerinage en Occident. Pas un pèlerinage pour Saint-Jacques, un pèlerinage marial. Tout comme Conques est un pèlerinage marial, tout comme le Puy-en-Velay est un pèlerinage marial. Bizarre, on est sur des chemins de Saint-Jacques. Oui, mais ce n'est pas parce qu'on est sur un chemin de Saint-Jacques que le héros en termes de pèlerinage à l'époque, c'est Saint-Jacques. On va le retrouver ailleurs tout à l'heure à Toulouse. Mais c'est des pèlerinages mariales qu'on retrouve principalement sur ces chemins-là. Je vous ai présenté tout à l'heure le paysage tel qu'il apparaît de l'Hospitalet. Quand je grimpe à travers le roc, la falaise de Rocamadour, je vois en bas le village
et la rue qui me conduit à l'Hospitalet, d'où j'ai pris la photo antérieure. Et puis, voilà, cette rue unique du village de Rocamadour. Et quand j'arrive d'un autre chemin, quelques années auparavant, où je faisais la voie du Célé et la voie de Rocamadour, eh bien, c'est comme ça que m'apparaît à ce moment-là Rocamadour. Donc, c'est vraiment magnifique. 630 la population, mais de très nombreux visiteurs. Et vu du sommet, on aperçoit ici l'entrée du sanctuaire. Et ici, il y a une porte qui permet de passer par en dessous et d'entrer ici sur cette petite esplanade qui est au cœur du sanctuaire. La voici, cette porte. On dit porte sainte, mais attention, il n'y a que dans la chrétienté 7 portes saintes. Il y en a 4 à Rome, une tout près de Rome. Il y a la porte à Saint-Jacques de Compostelle qui est une porte sainte, c'est-à-dire que lorsque le pape décrète une année sainte, les chrétiens ont des privilèges. Et la 7e porte sainte, où est-elle? À Québec, à l'église Notre-Dame de Québec. C'est la 7e porte sainte de la chrétienté. Alors, voici l'intérieur de l'ensemble des chapelles. C'est un ensemble de chapelles. Voilà, on voit bien que c'est adossé au roc, complètement adossé au roc. Et à l'intérieur, il y a une Vierge noire, la Vierge noire de Rocamadour. Bon, les Vierges noires, le plus souvent, ce sont des statues qui étaient en argent, et quand l'argent ternit, il devient noir, et ça devient une Vierge noire. Bon, alors, elle n'a pas nécessairement été conçue pour toujours être noire. Et vous allez retrouver un Saint-Jacques à Rocamadour, mais il est là depuis 2011, hein? C'est la preuve aussi que ce n'est pas un lieu jacquard, même si c'est inscrit sous le titre Les chemins de Saint-Jacques de Compostelle, ça n'est pas un lieu jacquard. On les a inscrits sous le titre Saint-Jacques de Compostelle, ces monuments-là, parce qu'ils manifestent dans leur ensemble la mentalité du pèlerinage. On allait en pèlerinage à Rocamadour, je vous ai dit, c'est le 4e, ben mettons-le dans le paquet parce que ça manifeste la mentalité du pèlerinage. On était constamment en pèlerinage à la chapelle voisine, à l'église de la cité la plus proche, à Mont-Saint-Michel, etc., etc. Et vous trouverez à Rocamadour une miniature d'un vaisseau comme cela. C'est un des navires de Jacques Cartier qui est là. Et vous allez trouver à Rocamadour un tableau dans une des chapelles représentant Jacques Cartier avec son missel en main et la Vierge de Rocamadour, implorant la Vierge de Rocamadour pour délivrer son monde du scorbut. Mais vous voyez aussi ici, vous apercevez aussi ici un autochtone, et certains prétendent, peut-être à meilleur titre, que ce seraient les Autochtones qui auraient donné la recette mais quand on est croyant, on n'est pas croyant à moitié. C'est comme quand on est enceinte, on ne peut pas être à demi enceinte. Donc, quand on est croyant, on ramène tout à Dieu. Et donc, on a attribué à la Vierge de Rocamadour la guérison des hommes de Jacques Cartier. Et il y a une plaque apposée là par les Amis de Rocamadour du Québec. Par les Amis de Rocamadour, je devrais dire de Québec. Et ça dit, en février 1936, Jacques Cartier et ses compagnons atteints du scorbut obtinrent la guérison après avoir, près de la rivière Léré, où j'ai marché étant jeune, en Nouvelle-France, invoqué Notre-Dame de Rocamadour. Donc, c'est un lieu particulier aussi pour les Québécois, le site de Rocamadour. Et le lendemain, quand on remonte, on refait, comme je vous le disais, la grande montée, on descend dans la vallée et on remonte. Le pont Valentré, c'est le 3e bien. Il est du 14e siècle. Donc, c'est un pont qu'on construit parce qu'on est dans les guerres incessantes entre Français et Anglais, la guerre de 100 ans, entre autres, et puis on veut protéger la ville. Alors, quand j'arrive à Rocamadour par la rive, c'est le cas de dire, arriver, d'ailleurs, ça vient de rive, c'est-à-dire toucher la rive veut dire arriver. Eh bien, quand j'arrive, je vois de l'autre côté de la rive la ville de Cahors. Et si je prolonge mon chemin, je vais buter, si vous voulez, sur le pont Valentré.
Donc, c'est un pont à 3 tours, c'est un système défensif avec les mâchicoulis, avec les créneaux qui sont encore là et qui témoignent d'une époque remarquable. Bon, le monument lui-même, il est d'une élégance formidable. Il a ici ses avancées pour combattre, pour que les crues des eaux, quand le courant devient plus rapide, que les pointes ici fendent le courant. Et l'ouvrage a d'ailleurs, grâce à cela, résisté aux crues des eaux. Et puis, on voit ici encore les ouvertures pour les arbalètes. Et on voit ici le mâchicoulis qui était là, d'où on pouvait laisser tomber bien des choses. Et je vous devine lesquelles, entre autres, je ne dois pas nommer. Et puis, quand vous traversez, eh bien, voilà, les créneaux du pont, ainsi de suite. Et là, se termine la voie Arverna. Parce que si vous continuez, vous êtes sur le chemin du puits et là, vous montez, vous grimpez raide, ça grimpe très raide, mais ça vous donne aussi une très belle vue sur le pont Valentré à travers les feuillages. Et voilà donc ce que je voulais vous dire sur le patrimoine mondial et ce chemin. Il y a un patrimoine national et local aussi. Je vous donne quelques exemples tirés sur mes premières étapes. En France, patrimoine national, cherchez ce signe. Quand vous avez ce signe, vous avez un monument historique. Ça veut dire que vous êtes dans le patrimoine national. C'est Prosper Mérimée et puis Viollet-le-Duc, surtout Prosper Mérimée, qui ont contribué à répertorier le patrimoine français et à l'inscrire sur une liste. Et évidemment, l'inscription sur la liste donne droit à des subsides et comporte l'engagement de l'État français à préserver et transmettre le bien aux générations à venir. Et ce qui est le logo, c'est l'ancien labyrinthe de la cathédrale de Reims, la cathédrale où les rois de France étaient sacrés. Mais n'allez pas à Reims, vous ne le trouverez pas. Il a été détruit, le labyrinthe. Mais ici, on représente ce labyrinthe-là. Et le labyrinthe, eh bien, c'est pas rien. C'est ce qui permettait à des gens qui ne pouvaient pas faire autrement de faire leur pèlerinage et ils manifestent les difficultés et les embûches de la vie. Comment le chemin n'est pas souvent droit pour accéder finalement au centre, c'est-à-dire à la fin des temps, à l'Apocalypse. Donc, quand on ne pouvait pas faire le chemin, on pouvait faire quand même le pèlerinage en suivant les labyrinthes qui étaient dans de nombreuses cathédrales. Voici un premier monument inscrit comme monument historique en 1926. C'est du 11e, 12e siècle. Alors là, je vais les défiler. L'église Saint-Pierre à Beaumont. Saint-Saturnin, qui est parmi les 5 grands romans auvergnats, 1862. À l'intérieur, une disposition semblable à celle de Notre-Dame-du-Port. Issoire, un peu plus loin sur le chemin. L'abbatiale Saint-Austremoine. Ben, ça, c'est 1840. C'est la première liste classée en 1840, monument historique. C'est la toute première liste. Dès le départ, on a dit, celui-là, on ne peut pas l'échapper. C'est certain qu'il est là. Ça date du 12e siècle. Ben, donc, on est au 21e, hein, bientôt 1000 ans hein, pour ce monument-là. Et vous avez remarqué encore le barlon ici, là, n'est-ce pas, qui apparaît. Et puis, sur les façades, vous trouvez parfois des plaques comme celle-là. Ce n'est pas un chemin de croix. Hein? Regardez, là, je l'ai approché ici, je l'ai agrandi. Vous avez un homme debout avec un gourdin. Et puis, vous avez à l'opposé un ange qui est là. Et puis, avec sa main tendue qui semble lui dire « Hey, pas touche ». Et il a l'autre main sur la tête d'un personnage beaucoup plus petit qui devrait être un enfant. Et ici, vous avez un bouc. Ben, c'est Abraham qui s'emprête, selon les traditions anciennes, à sacrifier Isaac, et l'ange qui lui dit non. Dans la Nouvelle Alliance, plus de sacrifices humains. On ne tue plus son semblable. On va plutôt prendre un bouc émissaire ici. Donc, c'est le remplacement du sacrifice, le bannissement des sacrifices humains jusqu'au sacrifice annoncé d'un humain qui sera Jésus, mais ce sera le dernier.
Et puis, ben, là, dans la tradition chrétienne, il est à la fois homme et fils de Dieu, etc. Donc, il y a de magnifiques représentations comme celle-là. Et encore ici, magnifique abside avec, cette fois-ci, vous retrouvez les signes du zodiaque, n'est-ce pas? On reconnaît bien ici le Sagittaire, ici le Scorpion, etc. Il y en a d'autres partout. Donc, on défilait les mois comme ça. Et l'intérieur a été repeint au 19e siècle. Alors, on va conserver cela, je suis sûr, pour les siècles à venir. Ça donne une idée de comment ces monuments-là, à l'époque, étaient colorés. On rentre dans ces églises, elles nous semblent noires, mais en réalité, c'était coloré. Et puis, je continue. Notre-Dame de Maillat. Alors, celle qui me logeait, Isabelle Grosjean, une neuropsychiatre à la retraite. Elle a écrit un ouvrage sur ce monument, roman aussi, etc. Alors, regardez le détail, les bâtons brisés que l'on voit ici. C'est vraiment magnifique. Les bâtons brisés que je reproduis ici. Magnifique ornementation du plein cintre. Et puis, des vieillards représentés comme cela. Et puis, ici, je suis à Ozon, un peu plus loin. Et là, c'est une nativité absolument naïve. Hein? Vous avez un Joseph qui a l'air hébété. Il ne sait pas trop quoi faire, semble-t-il. OK? Et puis, une Marie qui est dans une posture qui n'est pas vraiment couchée, qui est dans ses relevailles, si on peut dire. Et puis, vous avez un enfant Jésus qui a une tête démesurément grosse et qui, au lieu d'une crèche traditionnelle, repose sur un bâtiment. Il est couché sur un bâtiment qui représente l'Église. Donc, il y a tout un code qu'on peut suivre quand on regarde cela, et un Christ roman extraordinaire à l'intérieur. Donc, lui, il est du 12e siècle. Les Christ romans sont faciles à reconnaître. Ils ont toujours les pieds séparés. Donc, les pieds ne sont pas les uns par-dessus les autres. Ça vous dit ça? Quel âge peut avoir l'œuvre d'art en question? Et en plus, les mains sont ouvertes et la tête est droite et la figure est toujours paisible. Elle n'est pas tourmentée. Elle ne porte pas les marques de la souffrance, elle annonce plutôt la résurrection. Et le corps est très droit et généralement allongé. Donc, un magnifique Christ roman qui est là. Et puis, plus loin à Brioude, la basilique Saint-Julien. Alors là, il y a un reliquaire important, Saint-Julien. Les reliques étaient essentielles au pèlerinage. Pas de pèlerinage, pas de reliques. Pas de gros lot, pas de loto. Pas de pèlerinage, pas de reliques, pas de pèlerinage. Ça, c'est essentiel au pèlerinage, les reliques. Et vous avez à Brioude 36 vitraux modernes. C'est un Coréen qui les a faits, un moine coréen et ça a été réalisé à l'atelier Loire à Chartres. Ça couvre 160 mètres carrés. Et puis, j'aime beaucoup ça. Vous êtes sous le porche de l'église, mais il y a un passage cycliste. C'est des lieux habités. Et c'est une des clés pour que le patrimoine soit sauvegardé, qu'il soit habité et pris en charge par les habitants du lieu. Et quand je poursuis et que je dévie un peu de mon chemin, cette fois-là, je m'en vais vers Massiac, j'arrive à une petite chapelle construite par les seigneurs de Mercœur au 12e siècle. C'est encore des monuments historiques. On appelle le porche ici cacteuse. J'ai déposé mon sac ici à l'entrée. Il y a 2 bancs où on peut s'asseoir, etc. Et c'est le précipice, là. Ici, chaque côté, derrière aussi. C'est le précipice. Donc, il fallait le faire. Et voici le donjon des Mercœur, cette fois-là, dans la petite ville de Blel. À Blel, là, il y en a 10 monuments inscrits, 10 bien inscrits comme monuments. Donc, vous ne perdrez pas votre temps à passer par là. Donc, entre autres, ce blason qui est représenté par 3 coquilles et 2 bourdons qui se croisent, une croix et 3 étoiles parce qu'on est sur le chemin des étoiles, 1622, donc des attributs jacquard. Des châteaux aussi, vous allez trouver. Il porte son nom, hein, lui, s'appelle Château La Roche. On l'aurait deviné. Celui-ci, Mardogne, 12e et 13e siècle, magnifique. Celui-ci, c'est le château du Broc, 13e et 14e siècle. Celui-ci, c'est Lamotte, 14e siècle. Des Lamottes en France, vous en avez à profusion,
parce que les premiers châteaux étaient construits sur ce qu'on appelait des mottes castrales et elles donnaient au lieu leur nom. Et puis par-dessus la motte qu'on érigeait, on construisait le château d'abord en bois, ensuite en pierre. Et celui de Bretenoux, il est du 11e siècle. Alors lui est très vieux pour classement aussi, 1862, c'est la troisième liste. Et puis un château beaucoup plus moderne qui date de la Renaissance à Carennac, le château des doyens avec une fenêtre Renaissance. Parfois, le patrimoine prend des allures de vie quotidienne, comme ce four à pain communal à Moissac. Et puis, vous avez d'innombrables croix de chemin, dont celle-ci, au pied duquel il y a un pèlerin et avec un bourdon qui monte tout le long du fût. Alors, vous avez une croix ici tout à fait pèlerine à Saint-Jacques-des-Blois et encore d'autres chemins. Et puis, c'est un chemin de rencontre. D'abord, les rencontres, ce sont les gens du pays. Et ensuite, ce sont les randonneurs. Je vous ai parlé des gens du pays. J'ai eu des hôtes extraordinaires. Dans plusieurs fois, j'ai couché dans des familles. C'est remarquable. Et puis, les rencontres des randonneurs et des pèlerins. Eh bien, avant Rocamadour, j'ai rencontré deux randonneurs. J'ai mis la flèche ici en rouge parce qu'ils n'allaient pas dans le bon sens. Ils allaient à rebours. Mais ils étaient perdus. Ils ne savaient pas où ils étaient, ne connaissaient pas Compostelle, ne connaissaient pas la Viard Vernat, mais ils avaient décidé d'aller quelque part en Auvergne. On va aller marcher pour 3 jours. Bon, alors je leur ai expliqué où vous êtes, etc. Et puis, j'ai rencontré quand même 2 plus 2 qui, eux, allaient dans le sens du chemin. Et c'est tout pour 20 jours de marche. Donc, c'est un chemin où, si vous voulez faire des rencontres, ce que je vous suggère, c'est d'apporter votre miroir et de temps à autre de vous regarder. Bon. Et puis, de Rocamadour à Cahors, là, c'est très différent parce que là, vous êtes sur une des voies alternatives du chemin du Puy. Donc là, il y a beaucoup de monde. Alors, voici Joséphine et Jean-Michel avec qui j'ai partagé quelques étapes et que j'ai revus chez eux à Arras. Donc, ça, c'est les deux que j'ai rencontrés. Voilà. Voilà encore Jean-Michel et Joséphine. Et puis, les 2 autres, eh bien, c'est 2 pèlerins qui avaient fait la Viard Vernat et qui me suivaient dans les reportages que je plaçais sur mes pages et qui ont communiqué avec moi pour te dire, écoute, on aimerait ça te rencontrer à Brioude. Donc, ils sont venus passer 2 heures avec moi autour d'un café à Brioude. C'est tout. Je n'ai pas eu d'autres rencontres, sauf les gens du pays. Bon, il y a d'autres chemins que j'ai fait cette année-là. J'ai fait Conques-Toulouse. On appelle ça la voie de liaison. Une liaison qui permet de passer du chemin du Puy-en-Velay au chemin d'Arles. Et ça, je dis ici quelque chose de particulier pour les gens qui feraient le Puy-en-Velay et qui auraient le sentiment que ça ne correspond peut-être pas à ce que moi je cherche. C'est-à-dire, je trouve qu'il y a beaucoup de monde et j'aimerais ça avoir peut-être un chemin qui a moins de monde. Disons, ces personnes qui me disent, je veux faire un chemin pour faire le bilan de ma vie. Bon, on ne fait pas ça nécessairement entre la 2e et la 3e période d'un match du Canadien, là, à travers la foule. Alors, donc, vous partez du puits et puis vous vous dites, il y a trop de monde. À Conques, et là, vous avez quand même bénéficié d'un lieu extraordinaire, vous pouvez bifurquer vers la voie d'Arles par un chemin qui s'appelle le chemin de liaison. Moi, j'ai décidé que tous les chemins étaient des chemins de liaison, qu'ils reliaient tous 2 points. Donc, je l'ai appelé plutôt la Via Arabastensis parce qu'il passe par Rabastens, qui est le lieu où il y a du patrimoine mondial sur ce chemin-là. 8 étapes, donc. On va passer plus rapidement. Voici l'itinéraire. Mais en même temps, vous partez de Conques, voilà, et vous descendez par Villeneuve, Villefranche, etc. 8 étapes pour vous rendre à Toulouse, rejoindre le chemin d'Arles. Bon. Mais en même temps, regardez sur cette carte, elle est intéressante. Quand vous arrivez par le chemin du Puy, ici, vous pouvez, oui, bifurquer. Vous pouvez à Figeac aussi bifurquer par Rocamadour, n'est-ce pas? Mais vous pouvez aussi continuer par le chemin du Puy, mais vous pouvez aussi prendre un chemin qui s'appelle le Célé. Donc, sur cette carte-là, déjà, on voit
qu'il y a plusieurs chemins possibles, qu'on n'est pas tenu nécessairement de prendre le chemin du puits. Donc, je quitte Conques. Le tympan est maintenant l'objet d'un son et lumière magnifique le soir. Donc, j'ai pris une photo du tympan de Conques éclairé le soir qui nous permet d'imaginer comment ces tympans-là pouvaient être colorés à l'époque parce qu'on retrouve encore des vieux pigments sur les pierres. Donc, on sait qu'ils étaient colorés. Et là, ben, je fais mon chemin vers Toulouse. Alors ici, par exemple, je suis à Najac. C'est un magnifique endroit pour prendre mon souper le soir avec ce décor-là, qui est le château royal, la forteresse royale de Najac. Et quand mon repas est fini et que je sors dans la rue, je l'aperçois comme ça, illuminé au loin. C'est quand même magnifique. Et puis, je passe par Villefranche, ici. Donc, vous passez sous le porche de la cathédrale par ces arcades-là. Vous avez des champs de culture. Ici, le sorgho, par exemple, c'est très cultivé. Vous avez l'élevage des ovins sur ce chemin-là. Vous avez un chemin qui est parfois très fleuri, comme on le voit ici. Parfois, il est relativement boisé. Je suis à l'époque de l'année où le vieil âge a atteint les tournesols. C'est le plus bel âge de la vie. C'est celui où on est chargé d'or, de l'huile que contient cette plante. Et là, on va donner le meilleur de soi-même. J'adore les tournesols quand ils cessent de vouloir tenir tête au soleil et qu'à ce moment-là, ils se replient humblement vers le sol. Et puis voilà le chemin en question qui continue à travers les vignes. Il y a de magnifiques vignes. Il y a un vignoble qui est bien connu, Gaillac. Alors, vous pouvez, en sortant d'ici, aller à la SAQ, vous chercher un vin de Gaillac. Vous passez par de beaux petits villages comme Saint-Rémy ici, où vous voyez côte à côte le pouvoir temporel, le château, et le pouvoir spirituel, l'Église, qui est très typique de certaines périodes de l'Europe. Et puis, vous avez ici Cordes-sur-Ciel, le village de Cordes-sur-Ciel. Alors, j'ai couché là, donc, parce que je voulais pour une fois dans ma vie coucher au ciel, quelque part. Donc, il ne faut pas manquer ça. Mais le lendemain, quand je suis reparti, je me retourne à un moment donné et je dis, mais il est vraiment sur ciel. Il y a le nuage et puis il y a Cordes qui est là. Alors, oui, c'est vraiment Cordes-sur-Ciel, effectivement. Et puis après ça, ben, vous avez Najac avec ses vieilles rues. Voilà, ces villages avec leurs vieilles rues, ces vieux ponts, qu'on dit pont de pèlerin, mais attention, le mot pèlerin, qu'est-ce qu'il voulait dire à l'époque? Il veut simplement dire étranger. Bon, alors, mais il ne devait pas être réservé non plus aux étrangers parce qu'il servait à transporter les pierres pour construire les forteresses, les châteaux, les églises, etc. Donc, pèlerin, il faut faire attention, dans les vieux textes, ça peut aussi bien vouloir dire tout simplement un visiteur. Et puis, les vignes. Et ici, à Rabastens, donc Notre-Dame-du-Bourg. Comme on a Notre-Dame-du-Port, on a ici Notre-Dame-du-Bourg, classée au patrimoine mondial à Rabastens. Et puis, à l'intérieur de la cathédrale de Rabastens, voilà, elle est magnifique. Et vous arriverez à Toulouse, Saint-Cernin, le plus grand édifice roman en France, sinon en Europe, Saint-Cernin de Toulouse. Et là, vous allez descendre dans la crypte et là, vous allez pouvoir trouver les reliques de Saint-Jacques de Compostelle. Alors, il y a un corps de Saint-Jacques de Compostelle à Toulouse et il y en a un à Compostelle et il y en a un troisième ailleurs. Et si vous faites le dénombrement des bras et de tout cela, j'ai laissé ici à la bibliothèque un livre qui s'intitule « Les pèlerinages au Moyen Âge » de Pericard Méa. Et puis, elle a dénombré là, combien il y en a.
Et à un moment donné, on a demandé à un célèbre théologien à l'époque, Jean Gerson, il venait de Gigère, c'est un fils d'Igère, donc il s'appelait Gerson Jean. Qu'est-ce que vous avez à dire à ce sujet? Et il a dit, ben, l'important, c'est la foi. Bon, alors c'est ça. Et c'est exactement, il a raison. Quand vous allez acheter un billet de loto, l'important, c'est de croire que vous allez gagner. Sinon, allez-y pas, hein, ça ne donne rien. Donc, c'est toujours la foi qui compte. Alors, c'est un lieu quand même qui nous rappelle que c'était majeur, les reliques. Alors, évidemment, il n'y a pas que les reliques de Saint-Jacques dans cette. Il y a des reliques de dizaines de saints dans cela. Et vous allez trouver aussi, en sortant de Toulouse, l'Hôtel Dieu, inscrit au patrimoine mondial. Elle est sur l'autre rive. Ce n'est pas pour rien qu'elle est sur l'autre rive. Parce que quand on arrivait comme voyageur, comme étranger, comme pèlerin, il fallait d'abord passer là pour examen. Et puis, tu n'entreras pas dans la ville si on pense que tu es infesté d'un virus ou d'une bactérie ou de je ne sais trop quoi, de la lèpre ou pas le scorbut. Le scorbut, ça, c'était sur la rivière Léré, là, mais quand même. Donc, alors, c'est pour ça que l'édifice était sur l'autre côté. Et j'ai fait d'autres chemins, le chemin des Plantagenets. Il part du Mont-Saint-Michel et il descend par Fougères, par Vitré. Partout où vous avez des coquilles, vous avez un patrimoine intéressant. Partenay, patrimoine mondial, sous le signe, le titre Les chemins de Saint-Jacques. Aulnay, en Saint-Onge, la même chose, etc. Donc, c'est un magnifique endroit, magnifique chemin. À partir du Mont-Saint-Michel, c'est formidable, n'est-ce pas? Vous pouvez coucher au Mont-Saint-Michel, à la maison du pèlerin. Alors, j'en entends qui disent oui, parce qu'on l'a fait. Et puis, c'est extraordinaire parce que vous pouvez jeter un coup d'œil sur la baie du Mont-Saint-Michel quand la marée descend. La marée recule sur 18 kilomètres. Hein? C'est quelque chose. On dit qu'il faut aller au pas du cheval pour y avoir. Alors, un soir, j'étais là, j'ai pris cette photo des gens à cheval sur la baie. Et puis, le soir, le Mont-Saint-Michel vous appartient. Hein? Il n'y a personne d'autre que des pèlerins et les 36 habitants qui constituent la population du Mont-Saint-Michel. Vous passerez par Fougères et son château fort du 12e siècle. C'est des constructions dans le cadre des guerres entre la France et l'Angleterre, avec, voilà, comment il est érigé sur le rocher, ce château de Fougères, ou Vitré, classé monument historique en 1972. Et puis, vous ferez un chemin plat. Mais alors là, quelqu'un qui veut un chemin plat ou qui n'est pas capable, dont le corps n'est pas capable d'assumer les défenses et les descentes et les montées, mais c'est un chemin formidable parce qu'il est presque entièrement plat. Il s'en va comme ça, dans la plaine, c'est le cas de le dire, avec des paysages parfois jolis, comme ici le moulin Rimbaud. Et puis, vous allez faire un petit détour, puisque vous êtes sur les chemins de Plantagenet, et vous allez vous rendre à l'abbaye de Fontevraud. Et l'abbaye de Fontevraud, vous allez trouver qui? Vous allez trouver Richard, Aliénor et Henri. Henri II, c'est Henri II Plantagenet. Aliénor, c'est Aliénor d'Aquitaine. Donc, c'est le couple, les époux, roi d'Angleterre et propriétaire de l'Aquitaine, pour ainsi dire, et un de leurs fils, Richard, Cœur de Lion. Donc, ils sont là, ils ne sont pas en Angleterre, ils sont là, vous pourrez leur rendre visite. Alors, voici l'intérieur de l'abbatiale et voici les gisants de Aliénor et de Henri II à Fontevraud sur le chemin qui porte leur nom, chemin des Plantagenets. Henri II, Plantagenet. Pendant 200 ans et plus, toute cette partie-là de la France était propriété de l'Angleterre. Elle avait auparavant marié un roi de France, elle avait eu 2 filles de son roi de France. Ils sont allés en croisade, ça n'a pas bien tourné. Des fois, on me dit, il y a des couples, vous savez, faites attention, si vous faites Compostelle, ça se peut que la chicane pogne, comme on dit au Québec, entre vous. Alors, ça n'a pas très bien été. Quand elle est revenue, elle ne pouvait pas divorcer, on ne peut pas divorcer. Alors, elle a dit, je pense que notre mariage n'est pas bon, hein. On ne s'est jamais vraiment marié parce qu'à cause de la consanguinité entre toi et moi, et l'Église a dit, c'est vrai, vous êtes consanguins de premier niveau. C'est un mariage qui est non valide. Il n'y a pas eu de mariage. Donc, on appelle ça l'annulation et non pas le divorce. Et quelques mois après, elle a marié cet Anglais, ce Français déguisé en Anglais, Henri II Plantagenet, dont elle était encore plus proche parent. Et voici Constantin que vous retrouvez à l'empereur romain Constantin, que vous retrouvez à Parthenay le Vieux. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Il montre le passage de l'Empire romain à la civilisation chrétienne.
Donc, il a sa place parce que c'est lui qui a permis à la religion de sortir au grand jour. Et puis, à Aulnay, encore des magnifiques chapiteaux, Aulnay de Saint-Onge. C'est un chemin de méditation, ce chemin-là. Et puis d'autres chemins. Bon, je pourrais continuer en faisant la voie de Soulac, mais je vois que le temps passe et on a atteint, en calculant tout et tout, la limite du temps qui nous est accordé. Et puis, je pense que ça suffit à illustrer. La voie de Soulac, c'est le plus zen des chemins. Ça part de Soulac-sur-Mer. Donc, vous êtes ici sur des plages et ça descend, on appelle ça aussi le chemin du littoral jusqu'à Hendaye, jusqu'à la frontière espagnole. Je ne vous suggère pas de prendre par la plage avec les chaussures et le sac à dos. J'ai réussi à battre le record. Vous n'y arriverez pas, je vous le promets. J'ai fait 6 kilomètres avant de décider, non, je m'en vais prendre le chemin. Mais c'est plat, zen, zen, zen. La seule variété que vous allez trouver là, c'est des petits pains, des moyens pains, des grands pains, des cônes de pain, des aiguilles de pain et du sable. Le silence et au-delà des dunes, le chant de la mer, c'est formidable. Si vous voulez une rencontre avec vous-même, si vous êtes un amant du silence, si vous êtes capable de dire « Ô bienheureuse solitude, seule béatitude », vous êtes là sur le bon chemin. Merci beaucoup. Merci infiniment, Yves. On prendrait quelques minutes, dans un premier temps, avec les gens de la salle. Donc, si vous avez un commentaire ou une question que je vais répéter pour nos amis qui sont sur Zoom. En passant, durant la pause, je pense que les gens sur Zoom ont beaucoup apprécié l'intervention. Oui, c'est vrai qu'il faut que je m'attache, oui. Ben oui, j'étais parti. Je m'amuse pendant ce temps-là à faire défiler oui. quelques images. Donc, l'intervention de Simon qui a permis, dans le fond, d'augmenter la qualité de présentation là, au niveau d'un partage d'écran. C'est super. Donc, est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ont des questions, commentaires? Oui. Juste un mot, c'était formidable ta présentation. Un commentaire formidable qui rejoint aussi des commentaires que j'ai lus sur le chat aussi, là, des gens qui ont super apprécié la présentation. Questions, commentaires? Oui, Julie. Yves, l'accueil, tu disais que tu avais eu un super bel accueil sur le chemin que tu nous as présenté. Les gens qui textaient pendant que tu marchais. Tu as fait des contacts avant de partir pour avoir cet accueil-là ou tu t'es présenté à l'accueil pèlerin au début? Julie veut savoir, dans le fond, sur la Via Arverna, Yves a fait référence à l'accueil qu'ils avaient obtenu. Julie veut savoir s'il y avait eu contact avant le départ. C'est une très belle question. Sur tous ces chemins-là, je fais deux choses. Premièrement, j'essaie de communiquer, et en général, je communique avec l'Association des Amis de Compostelle locale. Prenez ici, on est sur le chemin de la voie de Soulac. Il y a deux associations de Compostelle sur cela, celle de la Gironde et ensuite celle des Landes. Donc, j'ai communiqué avec eux. Et là, nous, on a un privilège absolument incroyable, les Québécois, c'est que, et ce n'est pas juste pour les Français, c'est injuste pour les Français à bien des égards, c'est que dès qu'ils entendent notre accent, s'ils avaient 4 bras, ils nous recevraient à 4 bras ouverts. Et donc, c'est incroyable comment ça nous facilite les choses. Bon, les cousins, quoi. Ils nous disent les cousins, bon, etc. Mais c'est vraiment formidable. Et puis donc, je communique avec ces associations-là. Et là, parfois, on prend rendez-vous, ainsi de suite. Dans le cas d'Arverna, bien sûr que j'ai fait cette démarche-là aussi. Et là, on m'a dit, quand tu arriveras, quand tu descendras du bus, téléphone à Thierry. Thierry va t'attendre au pied de la statue. Il va aller prendre un café avec toi. Et ensuite, ce n'est pas par des textos qu'ils ont communiqué avec moi, c'est par téléphone. Ils m'appelaient sur mon téléphone. Ou il me disait, un tel t'attend à tel endroit. L'as-tu trouvé? Là? Oui, oui, on est ensemble. Ah ben, c'est bon. Etc. Donc, oui, j'ai fait des chemins aussi comme de Genève au Puy-en-Velay. Ça s'appelle la Via Gebenensis, de Genève au Puy-en-Velay. Mais c'est formidable, c'est l'association Rhône-Alpes dans ce cas-là. Ils ont 4 chemins, eux autres, dont ils s'occupent. Ils sont merveilleux. Alors, oui, un guide. Alors, bon, on va t'envoyer le guide. Je commande le guide 6 jours après.
je l'avais chez moi à Montréal, je pouvais le feuilleter, ils le mettent même à jour à chaque année, etc. Et puis, ben, là, il y avait deux fois sur trois une famille d'accueil, ainsi de suite. Donc, oui, oui, je communique avant, je ne pars pas comme ça. Je connais des gens qui partent, qui sont partis comme ça, en disant, bon, la vie pourvoira. Bon, ben, des fois, ils ont rencontré un certain nombre de difficultés et j'en ai moi-même dépanné certains, là, parce que là, ils ne savent pas exactement où ils sont rendus, ainsi de suite. Mais moi, personnellement, je communique toujours avant de partir. D'autres questions dans la salle? Oui, madame. Oui, tantôt, peut-être, vous n'avez pas peu de temps pour parler de la réflexion sur le chemin. Ah, OK. Donc, Yves avait annoncé une réflexion sur le chemin. Avant de passer à la réflexion, si tu me permets, Yves, on va juste vérifier, voir les gens qui sont sur Zoom. Bon, il y a eu beaucoup de commentaires. S'il n'y a pas une question, ensuite, Utilisez-vous l'application pour vous guider sur le chemin? Utilisez-vous l'application pour vous guider sur le chemin? Non, je n'utilise jamais ce qu'on appelle des applications pour me guider sur le chemin parce que tous les chemins que j'ai faits, je vous ai dit, j'ai utilisé 2 fois le GPS pour me réassurer là, sur la rivière Verna. Mais en principe, je ne l'utilise pas parce que après 1 ou 2 jours ou parfois après 10 kilomètres, ben, j'ai compris, j'ai assimilé comment fonctionne le balisage et moi, ça me distrait de mon chemin. J'aime mieux me concentrer sur où suis-je, etc. et puis comment ça se déroule que ça. Je n'ai pas besoin, je ne sens pas le besoin de cela. Bon, ben, d'autres utilisent, ça va, mais pas moi. Il y a Marie dans la salle. Oui, moi, je voulais demander quelle était la saison favorable pour faire ce chemin, d'une part, et d'autre part, au niveau des hébergements, hormis les endroits où vous avez une aide de colportage ou une invitation de contact, est-ce que c'était possible ou facile de trouver des hébergements adéquats? Fait que la question, c'est quelle est la meilleure saison? Puis au niveau des hébergements, hormis le soutien de colportage, est-ce que c'est assez facile de s'y retrouver? Sur la Via Arverna, étant donné les hauteurs où on monte, l'altitude, 1700 mètres, je déconseillerais l'hiver. Vous connaissez peut-être Madi du Camino, qui habite à Cahors, et lui, il fait des chemins l'hiver. Alors là, il a emprunté pour la 2e fois la Via Arverna cette année, mais il n'est pas monté au bec de l'Aigle. Il a continué par la route en bas, là. Et c'était sage d'ailleurs de le faire. Donc, si vous faites l'hiver, ben là, vous allez devoir assumer les conséquences et vous ne pourrez pas monter, c'est certain. C'est la même chose si vous voulez faire à partir de Saint-Jean-Pied-de-Port l'hiver, c'est fermé par Horizon, par le col de l'Opodère. Il faut passer par Val-Carlos. C'est obligatoire. On va vous dire, il est fermé le chemin, il est dans la neige. Vous pouvez le faire. Il y a des gens l'année qui partent de Saint-Jean-Pied-de-Port, mais par la route, par Val-Carlos à ce moment-là, pas par le même chemin. Ou si vous faites la voie de Soulac qui est là, évitez à tout prix, s'il vous plaît, les mois de juillet et août, parce que vous êtes sur la côte et à compter du 1er juillet, bang, c'est envahi par les touristes, par les vacanciers. Et donc là, vous n'aurez pas de place pour vous loger, c'est réservé partout. Mais si vous voulez coucher sur la plage, il n'y a pas de problème, vous pouvez le faire, même en juillet et août. Mais moi, je déconseille juillet et août. Donc, selon les chemins, les contraintes ne sont pas les mêmes et les conséquences ne sont pas les mêmes. La Via Arverna, ben moi, je l'ai fait, je suis embarqué le 20 août. C'était un moment magnifique, mais je suis sûr que vous pouvez faire cette voie-là en mai, etc., très, très bien aussi. Probablement, on est en Auvergne, probablement les mêmes périodes qui valent pour le Puy-en-Velay, à mon avis, valent pour le départ de Clermont-Ferrand. L'hébergement, c'est facile, vous avez des listes. Sur la Via Arverna, on conseille beaucoup de réserver à l'avance, à partir de vos listes. Parce que si vous tombez sur un moment où
il y a d'autres personnes qui ont choisi les mêmes dates. Là, vous devrez peut-être aller à l'hôtel. Moi, je suis allé au camping à 2 reprises, trois, oui, où j'ai pu avoir cela. Et une fois dans un village, bah, j'ai fait savoir ma présence en disant aux gens, je fais un chemin qui s'appelle la Via Arverna, connaissez-vous? Non? Il faut vous expliquer. Est-ce qu'il y a un endroit où je pourrais loger ici comme pèlerin? Ah, non, je n'en connais pas. Mais en général, à la 3e ou 4e personne, la réponse vient de peut-être chez nous. Ah, pourquoi pas? Donc, il y a des gens qui font le chemin comme ça, hein, j'ai des amis qui font des chemins depuis des années dans ce modèle-là en disant, moi, j'arrive dans un village et puis, ils vont me raconter qu'une fois, ils ont couché sous le porche de l'église parce que là, à la 19e personne, c'était, non, je ne connais rien. Compte tenu de l'heure, dernier appel pour les gens qui sont sur Zoom, il n'y a rien. Donc, écoute, on vous dit bonjour, merci d'avoir été là. Il y aura d'autres activités on revient dans la salle après. Donc, pour les gens de Zoom, on vous encourage à aller sur le site de l'association. Beaucoup d'autres activités. En particulier, il y a des régions qui actuellement se relancent dans des coups d'envoi, journées de préparation. Donc, on vous invite à aller régulièrement parce qu'il y a des ajouts d'activités constantes. Donc, salut bien aux gens qui sont sur Zoom et les gens qui restent dans la salle, vous y demeurez. La réflexion? Oh, la salle, vous demeurez, c'est ça? Oui, parce que la réflexion, on va l'enregistrer, va être sur YouTube. Parce que OK. Alors là, les gens... Bon, effectivement, là, je me suis un petit peu trompé. Il y a eu une demande tantôt de la réflexion de Yves par rapport à son expérience de 2021. Je lui laisse la parole. En 2021, j'avais choisi une réflexion qui est en chemin, qui suis-je? Donc, c'était la question, en chemin, qui suis-je? Alors, j'ai adressé cette question-là à plein de gens sur mes sites. Et puis, j'ai eu la réponse, je suis un pèlerin, je suis ceci, je suis cela. Et là, j'ai dit, mais j'ai eu de la difficulté à me faire comprendre. Pourtant, je croyais avoir été clair. Je voulais savoir qui suis-je. Et on me dit qui on est. Mais moi, je voulais savoir qui suis-je, c'est-à-dire à la suite de qui viens-je. Le verbe suivre et non pas le verbe être. Parce que je suis un pèlerin, essentiellement, je marche. Donc, je suis les traces d'autres personnes. C'est ça qui était ma réflexion. Ça a débouché sur un enchaînement de considérations, comme par exemple, je suis Homo sapiens. Ah oui, vraiment? Sapiens, ça veut dire sage, hein? Et même, on a dit Homo sapiens sapiens. Mais remarquez bien que ce ne sont pas les autres espèces qui nous ont donné ce nom, hein? C'est nous. Là, alors, ou bien c'est de l'autodérision, ou bien ce n'est pas très sérieux, parce qu'on est même allé jusqu'à s'appeler sapiens sapiens, c'est-à-dire sage, sage ou fin. Ma mère disait ça d'ailleurs des fois quand j'étais mal commode. Mon espèce de fin. Arrête de faire ton fin. Et puis, là, j'ai embarqué sur ça. Puis qui suis-je? Qu'est-ce qui me distingue des autres espèces? Qu'est-ce qui me distingue des autres espèces? Le vêtement. Ouais, il y a un vêtement pèlerin d'ailleurs, qui n'est pas celui du ministre ou qui n'est pas celui du prêtre, ou etc. Il y a un vêtement. Nous sommes la seule espèce à nous vêtir. Hein? Aucune autre espèce animale ne se... Et puis le langage, nous sommes... Et puis, l'art, nous sommes la seule espèce animale à construire des monuments, etc., à construire des cathédrales, à construire des chemins comme on le fait. Bien sûr, la taupe a son chemin, le castor fait sa maison, l'abeille a construit sa ruche. Oui, mais toujours le même, toujours pareil, puis égal, déterminé, comme on dit. Tandis que nous, on a une certaine indétermination. Puis en même temps, on a comme une certaine inquiétude, une certaine angoisse, une certaine... c'est ça. Que je ne sais pas si... Donc, la conscience, l'apparition de la conscience,
la construction de systèmes de valeurs, etc. Donc, quand on est sur des chemins comme ça, on voit des systèmes de valeurs il y a une époque qui n'est peut-être pas si lointaine que ça. Et puis, on dit, tiens, regarde, ça a changé. Mais on a encore un construit de valeurs. Et on dit, eux autres, ils fonctionnaient selon tel rythme, tel rite, telle croyance, tel symbole. Oui, mais on a les nôtres aussi, là. Moi, j'ai mes symboles. Quand j'ouvre mon système de traitement de texte, je vois apparaître à un moment donné un signet qui dit symbole. Et quand je pèse sur ça, ça me met le symbole de la livre sterling, puis le symbole du yen, puis le symbole du dollar, puis le symbole de l'euro. Donc, mais à d'autres époques, il y avait d'autres symboles. Je vous ai montré, par exemple, des chapiteaux. Ça représente quoi symboliquement, ça, etc. Donc, nous autres, les sapiens, on se construit constamment des systèmes de rites, de mythes, de croyances, de fêtes, de préférences. À un moment donné, on pourrait dire d'idéologie. Ils se succèdent, mais on est toujours dans ça. Puis je ne vois pas ça chez les autres espèces animales, sauf erreur de ma part, sauf si je fais mauvaise lecture. Mais si quelqu'un me dit que je fais mauvaise lecture, il va falloir qu'il me le prouve, là. Et on va faire passer au tribunal avant jugement ces espèces animales-là qui vont venir s'expliquer. Et elles ne s'expliquent que dans les fables que nous-mêmes nous créons, comme des fables de La Fontaine. C'est le seul endroit où les animaux parlent, c'est dans les fables de La Fontaine et tutti quanti. Mais autrement, notre forme de langage est très développée. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui, parce qu'on communique de cette manière-là, hein. Donc, ça a été ma réflexion qui s'en allait comme ça sur qui suis-je et à la suite de qui suis-je en train de passer ici. Merci. Merci pour la passion. Merci pour la générosité. Oui. Donc, pour les gens de Zoom, là, c'est vrai. Donc, on se dit au revoir. Et les gens dans la